Le 3 juin, Thomas Pesquet était à la Cité de l'Espace de Toulouse. Avant sa rencontre avec le public, il a tenu une conférence de presse. La voici dans son intégralité. Je suis content qu'on réouvre les portes au public, notamment dans les grandes largeurs à la Cité de l'Espace, parce que ça a été un peu compliqué pour, évidemment, pour tout le monde, pour les gens qui étaient chez eux, mais aussi pour les lieux comme ça, les lieux de culture, les lieux de diffusion de savoir et d'information. Aujourd'hui, on est revenu dans un monde à peu près normal, pourvu que ça dure. En tout cas, tant que c'est le cas, on va essayer d'en profiter. Je ne sais pas combien de temps on a, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Moi, je suis là pour 30 minutes. 25, 24, ah oui, 17-6, là c'est bon, voilà. J'ai l'heure 17-7, exactement, 23 minutes. Pour répondre à vos questions, 23 minutes c'est beaucoup de temps, donc c'est bien, en même temps de rentrer dans les détails. Suite à ça, on va faire ce qu'on est venu faire, c'est-à-dire vraiment parler aux gens. Moi je suis content parce qu'ils ont suivi la mission, je suis pas content pour moi, ça me fait plaisir parce que c'est des thématiques qui me tiennent à cœur, que j'essaie de parler de sujets qui sont importants pour moi, je parle d'environnement, de l'éducation, de parité entre les garçons et les filles. Et la preuve que ça marche un peu, c'est que on va parler de la sélection d'astronautes dont je me suis occupé aussi, ça nous intéresse cette année, et qui va voir arriver une nouvelle promotion d'astronautes comme nous, on l'a fait il y a de ça maintenant plus de 10 ans. Donc en novembre de cette année, on va avoir une nouvelle promotion. Il y a eu beaucoup de candidats, dont beaucoup de Français, Françaises, beaucoup de filles. Donc ça c'est très bien. Et ça me fait chaud au cœur. Voilà, sans plus d'introduction, si vous avez des questions, on est là pour vous, enfin on est là pour les gens qui sont dehors, mais on prend un peu le temps aussi de rencontrer la presse et les journalistes. Je vous écoute. Oui, confiance, c'est vrai que ça. Alors, le principe physique pour aller dans l'espace ne change pas, qu'on décolle côté américain ou côté russe. Moi, ma première expérience, c'était sur le Soyuz, la deuxième sur le Crew Dragon. Pas mal de similitudes, et pas mal aussi de différences. Quelque chose de plus moderne, évidemment, un design un peu plus épuré. Au final, ce qui nous importe à nous, vraiment, c'est que ça marche, que ça soit sûr, et que tous les cas de figure soient pris en compte, ce qui est le cas, beaucoup de boulot de la part des équipes de SpaceX. Et un vol vers la station, je vais pas dire sans histoire, mais c'est pas vrai parce qu'on a quand même eu un épisode de débris spatial pendant la montée qu'il a fallu éviter. Mais à part ça, tout s'est bien passé, le véhicule a fonctionné de manière absolument nominale. Il est d'ailleurs retourné dans l'espace depuis. Le lanceur a effectué au moins 2, voire 3 autres lancements et la capsule a déjà fait un autre aller-retour. Donc ça va très vite dans le monde de SpaceX. Mais en tout cas, c'est une mission réussie. Ouais, on a juste eu un petit problème de toilette au retour. Ça, je sais pas si vous avez été au courant, on en avait parlé à l'époque. Et c'était plus par précaution avant qu'autre chose, mais on a désactivé les toilettes au retour, donc ça c'était un peu moins bien. Heureusement que ça a duré que 6 à 8 heures. Il y avait des trajectoires qui duraient 54 heures au retour. Donc là, on était moins confort, on pouvait faire sans toilette. Voilà. Une question ? S'il n'y a pas de questions, cette conférence est terminée. Je vous remercie. Ah, dommage. Oui, c'est une bonne question. Ce qu'il va me falloir faire de plus. Alors là, je viens de terminer les activités qui sont liées à la mission précédente. Ça fait 6 mois, tout petit peu plus de 6 mois que je suis revenu sur Terre. Et c'est à peu près le temps que dure la phase d'après-mission où on est livré aux mains des scientifiques pour la collecte de données scientifiques, des expériences, surtout quand on est le cobaye en fait. On répète les protocoles qu'on a réalisés à bord, on les a aussi réalisés avant et après la mission pour voir vraiment l'évolution et les différences. Ça prend pas mal de temps. On se remet en forme, on fait beaucoup de débriefing, on fait beaucoup de réunions pour dire ce qui a bien marché, ce qu'on pourrait faire un peu mieux. Et ça soit avec SpaceX, avec la NASA, avec les Japonais, avec les Russes, avec les Européens, donc ça prend pas mal de temps. Puis au fur et à mesure, ça diminue un petit peu. Et là, maintenant, j'ai vraiment fait la dernière activité qui est un peu symbolique. Et on a accroché la plaque de notre expédition au mur du centre de contrôle à Houston. Et ça veut dire, voilà. Maintenant, l'expédition 65, c'est fini, place à la suite. Voilà, donc, après ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Prendre un petit peu de vacances. Ensuite, ça va revenir assez vite parce que le calendrier des missions vers la Lune,
c'est, alors en théorie, hein, évidemment, il y a des choses qui peuvent toujours changer, mais c'est premier tir non habité, normalement dans 2 ans, premier tir habité dans 3 ans. Bon, pardon, premier tir non habité cet été, premier tir habité sans aller autour de la Lune, sans se poser, sans descendre, 2024, ensuite 2025, 26, 27, des vols habités vers la Lune, dans lesquels l'Europe et l'Agence spatiale européenne auraient droit au chapitre. Donc il va falloir reprendre l'entraînement assez vite, hein, mettons que c'est 2025 ou même 26, 2-3 ans avant, c'est déjà l'année prochaine, hein, donc là je vais avoir un petit peu de temps jusqu'à la fin d'année pour travailler dans le cadre de la sélection des astronautes par exemple, ou d'autres sujets qu'on a à faire. Il y a toujours du boulot à faire pour s'occuper de nos collègues qui sont dans la station mine italienne en ce moment, un Allemand qui vient de revenir, et on enchaîne, et un Danois ensuite de l'ESA qui va prendre la relève. Et après tout ça, c'est retour à l'entraînement, donc entraînement physique, se familiariser avec les différents véhicules, donc celui qui va nous permettre de faire la croisière, le voyage vers la Lune, celui qui va nous permettre de descendre sur la Lune, et ensuite les opérations de surface. La grande nouveauté, ça va être ça. J'ai pas connu, donc si on a la chance de descendre sur la surface, au moins de s'entraîner pour ça, on n'a pas connu ça depuis les années Apollo. Autant l'entraînement pour la station spatiale, que ce soit Soyuz, Crew Dragon, etc., les SpaceX, depuis là, on a l'habitude. L'entraînement de surface, on n'a pas connu ça, donc ça va être la grande nouveauté. Et c'est ça qui nous attend. Après, ça a un petit peu de retard, évidemment, il y a toujours des choses à faire en attendant, mais voilà, il va falloir se remettre, comme d'habitude, dans le métier d'astronaute, réapprendre, repartir, je dis pas de zéro, mais il faut un peu d'humilité quand même dans ce boulot, parce que si on croit qu'on sait tout, ça marche pas. Au bout d'un moment, il faut se remettre au travail, et puis c'est ça qui m'attend dans les années qui viennent, j'espère. Moi et d'autres, hein, évidemment, je suis pas le seul pour nous dans cette mission. Ouais, je suis content parce que tu sais, c'est beaucoup de boulot en fait. C'est pas anodin, tu sais, les photos depuis la station spatiale. Tout ça, c'est pas des choses pour lesquelles on a du temps dans l'emploi du temps. Tu sais, c'est pas comme si dans la journée on disait voilà, t'as 2 heures pour faire des photos. On a de 7h30 le matin à 20h le soir, on a un emploi du temps qui est contrôlé et qui est plutôt scientifique, technique, enfin plutôt 100% scientifique, technique, avec aussi le sport et un petit peu, c'est un petit moment pour manger le midi, mais tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, les photos, les vidéos, tout ça, ça vient vraiment en plus. Donc, tu vas le faire le dimanche, tu vas le faire le soir, après 20h, tu vas le faire la nuit, tu vas le faire le matin, le ventre très tôt, etc. Et il y a des gens, j'ai des collègues qui choisissent de pas le faire, ou de le faire à minima, ou de, tu vois, c'est pas une obligation, quoi. C'est pas une obligation, parce que l'agence spatiale n'envoie pas des gens dans la station pour tweeter, si tu veux, ça, on a trop de boulot pour ça, mais en même temps, on est content que les gens dans la station spatiale tweetent, tu vois, donc c'est un peu, et donc c'est un peu toi qui mets la barre où tu veux. Moi j'ai choisi de le faire à fond, un peu par goût, par conviction. Et puis quand mes collègues dans la station spatiale à 20h se disaient bon, moi j'ai regardé un film, mais moi tous les jours, j'avais 2 ou 3 heures de boulot, hein, plus le soir. Donc ça ait marché, tu vois, je suis content parce que j'ai pas fait tout ça pour rien. Je suis content parce que c'est important, parce que je pense que ces thématiques-là, elles sont importantes. Je suis content parce que moi, ce que je dis souvent, c'est aux gens de pas se limiter. Si je leur dis inscrivez-vous au concours, c'est pas grave, arrêtez de dire j'ai aucune chance, vous ne savez pas, on verra. Puis de toute façon, même si ça marche pas, tu vas rencontrer quelqu'un qui fait que la prochaine fois, tu vois, c'est en s'engageant sur le chemin qu'il se passe des choses, et que ça ait marché à ce point-là, si tu veux, quelque part, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Ça, c'est pas une fierté en me disant ouais, c'est grâce à moi, je suis super fort, c'est pas ça, mais je me dis ouais, les gens, ils ont écouté. Il y a un gars ou une fille qui va être astronaute et qui l'aurait peut-être pas été, tu vois. Il y en a plein qui vont, au sein de cette sélection-là, peut-être ils vont rebondir sur d'autres choses, ils vont venir travailler à l'ESA, ça va leur ouvrir des portes, etc. Ou ça va les inspirer ou quoi que ce soit. Et c'est ça le but, en fait. C'est pour ça que moi, je me décarcasse un peu. Parce que, je sais pas pourquoi aussi, parce que j'ai des parents profs, c'est rien, j'aime bien ça, mais ouais, non, je suis content de l'avoir fait. Ça fait tout seul, hein. Il y a des gens qui m'ont aidé, hein. Ça se cristallise un peu sur moi, évidemment, il y a des gens qui m'ont aidé. Mais ça a marché et ouais, ça me fait plaisir. Alors, il y a un sujet de débris spatial, il faut remettre l'église au milieu du village. Tu sais, on a cette représentation un peu Star Wars de plein de débris entre lesquels on navigue. En fait, c'est pas vraiment ça. Tu sais, c'est un truc de la taille d'une pièce de 2 euros, 5 ou 10 kilomètres, un truc de la taille d'une pièce de 2 euros. Donc, si tu veux, il y a quand même la place de passer. Je dis pas que c'est pas un sujet, hein. Mais je dis que pour l'instant, il faut pas se représenter ça comme un nuage de trucs qui volent autour de la Terre. C'est pas comme ça que ça marche. Cela dit, c'est quand même un petit peu gênant. Ça nous gêne nous dans notre exploitation, dans notre exploration, je sais pas comment dire, qu'on fait de l'orbite basse. Et on se donne des exigences
dès la conception, en fait, des missions spatiales à l'ESA, on a un service, un département, je sais pas comment on dit, qui s'appelle Clean Space, qui est là pour faire en sorte que notre impact sur l'environnement il soit minime. Alors ça va évidemment utiliser des peintures, tu vois, qui sont pas toxiques, il y a toutes les thématiques qui sont dedans. Mais évidemment, le plus gros morceau, c'est les débris spatiaux pas ancrés. Donc ça veut dire qu'on prévoit les fins de vie des satellites et des missions avec assez de carburant. Et c'est un coût, hein. On garde un peu de carburant à la fin pour pouvoir désorbiter les véhicules et les faire brûler dans l'atmosphère, pas laisser des choses derrière nous. Donc ça, pas créer de débris, les premiers étages de fusée, tout ces trucs-là. Et aussi, on a des projets pour récupérer des débris. Alors, récupérer des débris, c'est compliqué parce que tout ça vole à des vitesses très très rapides. Il faut imaginer, c'est quand t'es pas sur la même orbite, en fait, et que tu peux te croiser, c'est aussi 2 balles de fusil se croisent. C'est beaucoup plus rapide que des balles de fusil, hein, les vitesses de satellite sur orbite. Donc, tu vois, arriver d'une orbite, capturer quelque chose qui passe à la vitesse de 10 fois une balle de fusil de manière perpendiculaire, c'est même pas simple. Mais on y travaille, il y a des projets avec des filets, des technologies, etc., etc. Voilà, donc on fait ça de manière vertueuse, tous nos partenaires le font de plus en plus, et c'est des réflexions qu'on porte, nous, je pense particulièrement à l'Organisation européenne dans les forums internationaux. On voit quand même que les gens s'en soucient de temps en temps. Il y a des événements qui créent des débris, ils sont condamnés par tout le monde unanimement, assez rapidement. Ouais, alors c'est vraiment. Ouais, c'est toujours difficile d'en choisir une ou deux. On a eu, écoute, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des expériences sur les muscles. En fait, on avait des petits vers dans la station spatiale qui ont apparemment plein de codes génétiques en commun avec nous et d'étudier leur atrophie musculaire dans la station. Alors, parce qu'évidemment, les astronautes, on peut pas vraiment les disséquer quand ils reviennent. Malheureusement, les vers, à mon avis, c'est ça qui leur arrive. Et là, on peut en apprendre beaucoup plus sur des choses comme les myopathies ou des choses comme ça. Donc ça, c'était assez sympa parce que c'est une expérience complexe, une expérience de l'ESA. Et puis, dès qu'on traite un peu le vivant dans la station spatiale, tu vois, ça rend les choses un peu plus intéressantes. Là, tu fais pas juste appuyer sur un bouton. On a aussi étudié réalisé des expériences sur les protéines et les cristaux de protéines. Il y a beaucoup de protéines ont des structures de cristaux. Et sur Terre, c'est difficile à créer en laboratoire parce que c'est des structures qui s'effondrent sous leur poids. Alors que dans la station spatiale, évidemment, c'est pas le cas. Ça nous permet de créer des cristaux plus grands, plus purs, et ensuite on les fige, on les renvoie au laboratoire. Évidemment, on ne produit pas des médicaments dans la station spatiale, mais ensuite eux apprennent des meilleures techniques. Et ça, l'idée de ces protéines-là, c'est qu'on fait des médicaments ciblés ensuite dans le cerveau. Ça, c'est hyper spécifique à un récepteur, et plutôt que, tu vois, prendre des antidouleurs ou je sais pas quoi, qui vont se diffuser partout dans ton corps en espérant que ça fasse effet au bon endroit, mais là, c'est des choses qui vont vraiment cibler précisément des cellules cancéreuses ou des choses comme ça. Donc, et vous, en tant qu'astronaute, vous n'êtes pas expert de tous ces domaines, alors vous avez des protocoles Oui, on a des procédures qui sont écrites par, il y a plein de gens il y a des scientifiques, ensuite il y a des ingénieurs qui, eux, sont en charge des opérations spatiales, il y a des scientifiques à spatialiser leurs protocoles, le matériel est réalisé, il y a des gens qui sont là pour vous entraîner sur le matériel, comment on va l'utiliser, un électroencéphalogramme, parce qu'on fait tout, hein, en fait, on fait comment ça s'appelle, des échographies, on fait des prises de sang, puis évidemment, on n'a pas ces talents-là au début, il faut apprendre. Et on est guidé, on met des caméras, les scientifiques dans les laboratoires nous guident, et c'est comme ça que ça se passe. Nous, on est des petites mains. On essaie de ne pas rater la plupart du temps. Écoute, j'ai pas de boule de cristal, moi je sais que j'aimerais bien, je trouverais ça sympa, on en parle, ce que je sais c'est qu'on en parle de plus en plus. Pourquoi? Parce que malheureusement, à cause de l'actualité, on se rend compte que de dépendre d'autres puissances pour nos affaires spatiales, au final c'est pas une vraie bonne idée. Tant qu'on s'entend bien, ça va, mais à partir du moment où on s'entend plus très bien, il y a des choses qui se passent plus. Et l'origine de la fusée Ariane, c'est ça, hein, on a commencé à faire nos satellites qui étaient lancés par nos amis américains, et un jour ils ont dit non, mais celui-là on va pas vous le lancer parce qu'en fait on préfère être les seuls à avoir ce genre de moyens en orbite, ça nous arrange pour l'histoire de suprématie du général de Gaulle à l'époque, il a dit que ça tienne, donc on va les lancer nous-mêmes. Voilà. Et là aujourd'hui, pour être très clair, le conflit en Ukraine, la guerre en Ukraine, et des relations qui sont tendues très rapidement avec nos partenaires russes, on se rend compte que voilà, il y a plein de choses qu'on
aimerait faire nous-mêmes. Alors il y en a qu'on fait nous-mêmes, hein. On a quand même Ariane 5 pour l'accès à l'espace, on a quand même Galileo pour le GPS, on a quand même l'observation de la Terre, on a quand même la météo, tout ça on l'a. Mais une chose qu'on n'a pas, c'est alors un lanceur moyen, intermédiaire, donc ça a l'air Ariane 6 va combler ce vide-là, on l'espère, Vega aussi un petit peu. Et puis du volabilité européen. Donc on a été chargé par les instances de regarder ces thématiques-là. Évidemment, l'idée, c'est pas tout de suite de balancer des milliards là-dedans. Évidemment, il faut le faire de manière raisonnable. On regarde, est-ce que c'est une vraie solution? Est-ce qu'on est capable de le faire? Avec quelle technologie? Mais c'est des thèmes qu'on regarde cette année. Et d'ailleurs, moi, je fais un petit peu partie de ce travail-là et on va en parler à la réunion ministérielle de la fin d'année. Donc, ouais, moi, j'espère, ce serait quand même sympa de pouvoir avoir accès à l'espace, ou à la surface de la Lune, de manière autonome, ou du moins un partenariat un peu plus grande échelle avec les Européens. Au sein de l'ISS, pour l'instant, on continue. On honore les engagements qui ont été pris il y a quelques années. Donc, dans le travail du quotidien, ça ne change pas grand-chose. Il y avait quand même des choses qui étaient faites en commun, qui maintenant sont faites un peu chacun de son côté. Il y a une expérience scientifique allemande, où normalement les Russes étaient les opérateurs, et là, finalement le choix a été fait, c'est pas anodin de faire autrement. Il y a des choses comme ça qui se passent, mais globalement, on continue à faire voler la station, les équipes des centres de contrôle continuent à travailler ensemble pour que ça se passe bien, à bord de la station. Évidemment, on est tous dans le même bateau. En plus, les membres d'équipage russes, ils sont pas devenus du jour au matin mauvais parce que, malheureusement, il se passe ça, c'est des gens avec qui on a vécu plein de choses, c'est des gens avec qui on a déjà volé, en général, c'est des amis, hein, faut dire clairement. Donc, on travaille ensemble, on essaie de travailler en bonne intelligence. Évidemment, il y a des sujets qui ne sont pas des sujets favoris à adopter autour de la table, mais ça, c'est comme dans tout repas de famille ou comme dans tout voyage. Mais au sein de la station, ça continue à se passer. Après, au sol, c'est sûr que le balai des sanctions et des contre-sanctions, etc., fait que c'est bien très difficile de travailler ensemble. Aujourd'hui, clairement, on ne prend pas, et c'est normal, je veux dire, vu la situation, on ne prend pas les décisions aujourd'hui d'engager les coopérations de demain. Donc, pour répondre à ta question de manière peut-être un peu détournée, oui, c'est sûr que les projets d'aujourd'hui, on a encore un partenariat qui existe à certains endroits, à certains autres endroits où il n'existe plus. Mais l'ISS, on ne peut pas la couper en deux, c'est pas possible. L'esprit, c'est une théorie que tu ne peux pas faire ça. C'est comme couper un sous-marin en deux, imagine. Voilà, à partir de maintenant, chacun va partir dans son coin avec sa moitié de sous-marin. Quand tu fais ça, ça marche pas. Mais dans le futur, non, malheureusement, sur la Lune, on ne travaillera pas avec les Russes. On ne travaillera pas avec les Russes. Alors, eux parlent de maintenant travailler avec les Chinois. Je ne sais pas si ça va se matérialiser. Mais en tout cas, l'étape d'après, dans deux coups c'est du billard à 3 bandes, tu vois, dans deux coups de coopération, je ne sais pas, sur Mars, une grande mission internationale dans 20 ans avec les Russes, les Chinois, tout le monde, les Indiens, pourquoi pas. Mais là, la Lune, pour l'instant, on n'a pas de coopération. Malheureusement, c'est comme ça. Toulouse depuis l'espace, figure-toi, c'est pas si facile que ça à trouver. Parce que les villes, mine de rien, ça se confond un peu dans l'environnement, il y a de la verdure, il y a des couleurs, etc. Et puis quand c'est au bord de la mer, on arrive à peu près à reconnaître les côtes, mais au milieu, comme ça, j'ai mis un moment, la première mission à trouver Toulouse. Bon, après on s'habitue, je trouve assez facilement. C'est, la couleur est, alors la ville rose, évidemment, j'en fais des portes ouvertes, mais c'est vrai, ça se voit depuis l'espace. Et puis, moi, j'ai eu à cœur de trouver les lieux où j'ai grandi un peu en tant qu'étudiant, sur l'aérodrome, c'était l'espace, l'aéroport de Toulouse, Blagnac, Airbus et d'autres. Donc, non, j'ai fait pas mal de photos, dont certaines que j'ai pas encore publiées. Donc, quand j'ai le temps cet été, il y en aura d'autres. Non, c'est alors de la routine, oui, dans un sens, parce que tu sais, on avait à peu près la même équipe. Moi, j'en ai fait 5 avec Shane Kimbrough, mon collègue et ami américain, et du coup, je sais pas si c'est un record, mais c'est important, mais il n'y a pas beaucoup de sorties qui se font en binôme constitué autant de fois dessus. Et du coup, au bout d'un moment, on avait quand même un peu nos marques, les gens qui nous aidaient à sortir, on a une checklist assez développée pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc oui, il y a un peu de routine qui s'installe, on avait pris nos marques, on commençait la journée à la même heure, je sais pas si on mangeait la même chose au petit déjeuner, mais il y avait un truc comme ça. Par contre, c'est pas de la routine, parce que quand tu sors, je te promets que
c'est toujours super impressionnant. En plus, le programme est différent à chaque fois. Moi, j'avais jamais fait du bras robotique. On dirait que je parle de faire du vélo, mais j'avais jamais été transporté par le bras robotique. Ça, je peux dire que je suis content de l'avoir fait, mais quand tu es dessus, c'est quand même bien impressionnant. Et des choses comme ça, moi, j'étais pas allé tout au bout de la station. Enfin, tu vois, à chaque fois, c'est un peu différent, quoi. À chaque fois, tu as l'impression que, pas que c'est la première fois, mais qu'il faut quand même réapprendre pas mal de choses. Et qu'il faut te remettre en question parce que c'est là où tu fais une erreur. Si t'es trop confiant, si tu fais pas attention, c'est là que tu fais une erreur. Donc en fait, l'état d'esprit, c'est vraiment bien de se dire, c'est comme si c'est la première. C'est des bonnes questions. Les vols, oui, les vols qui sont pas scientifiques, c'est pas notre pain quotidien à nous, c'est plutôt la NASA qui a mis ça en place. Effectivement, on regarde ça d'un œil un tout petit peu, pas critique, mais on se dit, si la trajectoire est vertueuse, s'ils intègrent des objectifs scientifiques ou des choses comme ça, pourquoi pas, ce qu'ils essaient de faire un petit peu pour l'instant, mais il faudrait que ce soit un peu plus. Bon, voilà, si c'est juste un amusement d'ultra riche, c'est sûr que nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on ne va pas dans l'espace pour se faire plaisir, on y va pour que ça serve au plus grand nombre, vraiment. Et pour que ça serve au plus grand nombre. Et voilà, donc on va se désolidariser de ça, c'est le cas. Après, c'est vrai que pour le grand public, il faut expliquer. Moi, j'essaie d'expliquer, c'est pas les mêmes choses, mais il y a une confusion qui s'installe, c'est certain. On verra. Pour l'instant, ça reste quand même encore un tout petit peu anecdotique. On en parle beaucoup, mais c'est pas des grands nombres. Après, pour la spiritualité dont tu parlais tout à l'heure, je sais pas. Moi, j'ai l'impression d'être resté le même, mais ça change des choses. Peut-être pas au niveau très spirituel, il y a la prise de conscience, tu vois, de l'environnement, vraiment de mettre la planète à l'échelle de ta perception. Ça change quand même ta compréhension de ta position, comment tu positionnes toi-même dans le problème. Mais c'est pas, oui, j'ai des moments un peu spéciaux où tu te retrouves dans les embouteillages 2 jours après être revenu de l'ISS, qui sont un peu étranges. Mais je pense qu'on serait habitué, tu sais, on est quand même des champions du monde de l'adaptation. Hein. Tu vas sur la banquise, au bout de 1 mois, ça te paraît normal de dormir dans un igloo. Enfin, on est fait pour ça. Tu rends ton environnement normal, en fait, pour pouvoir fonctionner. Et c'est comme ça dans la station, et c'est comme ça quand tu reviens. Écoute, Mars, il faut en passer par la Lune. Je crois que maintenant c'est clair pour tout le monde. On a eu ce débat, mais les distances étant ce qu'elles sont, les proportions étant ce qu'elles sont, moi je dis toujours la Lune, c'est 1000 fois plus loin que la station spatiale. C'est 384 000 km pour, on va dire, 400 000 km. Nous, c'est 400 km. Donc il y a un facteur de 1000. La station spatiale, tu mets 3 heures à revenir sur Terre. La Lune, tu mets 3 jours. Mars, c'est entre 40 millions et 400 millions. Donc tu vois, il y a quasiment encore un facteur de 1000. Et si tu as un problème sur la trajectoire vers Mars, eh ben, tu peux mettre, si tu as un problème le premier jour, tout ce que tu peux faire, c'est faire 300 jours aller, le tour de la planète, 300 jours retour. Tu ne peux pas faire demi-tour sur une trajectoire Mars, c'est pas possible. Enfin, surtout les trajectoires spatiales d'ailleurs. Donc tu vois, c'est quand même des trucs, le moindre truc peut prendre une importance dingue. T'as une rage dedans le jour 1, tu pètes un moteur, t'as un problème d'oxygène, t'as plus à manger, t'as n'importe quoi. Et même le côté psychologique, on n'en parle même pas. 300 jours, on n'aura pas la recherche à faire qu'on a, qui nous occupe à bord de l'ISS. Donc c'est le confinement de chez confinement. Tu vois, on sera dans un petit véhicule pendant 300 jours, tu es suspendu, tu n'as pas l'impression ni d'avancer ni de reculer parce que tu n'as aucune perspective visuelle. C'est un truc bien fou. Et les risques sont immenses. Donc, là, je ne parle même pas de l'arrivée sur la planète, etc. Donc on y arrivera, mais faire une étape sur la Lune, c'est pas raisonnable d'aller vers Mars direct, comme ça marche pas. Donc voilà, donc la Lune c'est demain, on en parlait, SLS 2025, 2030, 2035, ben moi je suis encore dans ma carrière, par contre après 2035, tu vois, j'ai envie de dire place aux jeunes, quoi, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est pas que moi j'y aille, et tu sais, les gens ils sont aussi enthousiastes, aussi, il y a une française jeune, un français jeune qui prennent la suite, et c'est ça l'idée, c'est que les volatiles ça continue, qu'on y aille en tant qu'Europe, qu'on y aille en tant que France. Moi je serai là pour faire le boulot, que ce soit à bord du véhicule ou au sol, voilà. Mais on verra. Merci beaucoup Thomas. Merci.